Monsieur Onfray, depuis quelques années, vous avez engagé une démarche qui vise à écrire une contre-histoire de la philosophie. Que ce soit dans le cadre de votre université populaire ou dans celui de la publication d'un volume important d'ouvrages, vos travaux, parfois courageux, parfois moins, en tout cas toujours excitants intellectuellement, ont démontré une grande force de travail chez vous et un souci salvateur d'inviter le lecteur à se méfier des hagiographies déguisées en biographie. Ce que vous appelez contre-histoire de la philosophie, c'est essentiellement une invitation à revenir sur certains personnages clés, en proposant de mieux les comprendre une fois débarrassés des verrous posés autour d'eux par les gardiens du temple de la version acquise. Ce travail vous amène parfois à déboulonner des personnages mythiques comme Freud, ou au contraire à revaloriser certains autres comme Camus. Autant dire que vous êtes très bien placé pour savoir quel fossé il peut parfois exister entre la réalité d'un personnage et ce que nous sommes tenus de croire, nous autres la masse, après que cette réalité ait été aménagée par certains. L'exemple récent le plus frappant est bien sûr votre travail sur Freud, qui a permis à des milliers de profanes de découvrir la réalité et les coulisses d'une personnalité admise, valorisée, encensée, à l'égard de laquelle presque personne n'était en mesure de formuler une critique, tant la pression corporatiste, médiatique, universitaire, et donc politique, agissait comme une chape de plomb, et tant la matière pour le faire était rare et noyée dans un flot omniprésent et massif de contenu apologétique. Vous utilisez des méthodes d'historien et de journaliste d'investigation pour produire un travail à considération philosophique et aussi politique. Vous poursuivez la vérité enfouie, et votre idéal est votre outil. Bien que la plupart des personnages que vous avez étudiés sont des personnages historiques, plus ou moins lointains, c'est avant tout les conditions dans lesquelles sont répercutées leur œuvre et leurs idées dans notre présent qui vous intéressent. Vous établissez donc un pont entre l'histoire et aujourd'hui, allant chercher dans l'hier les clés de compréhension pour aujourd'hui, c'est-à-dire pour demain. Car qu'importe finalement que Freud ait été obsédé sexuellement par sa mère, et qu'il ait fait de la performation délirante son paradigme ultime. Le problème que cela constitue principalement, c'est qu'à sa suite et jusqu'à aujourd'hui, des héritiers continuent de prétendre à l'exercice d'une science réparatrice, science qu'il menait à destination d'une clientèle le plus souvent trompée par la réputation favorable dont bénéficie le freudisme. Votre verdict sur Freud est qu'il a agi comme un philosophe, c'est-à-dire comme quelqu'un qui, sur la base de sa vision et de sa compréhension du monde, a proposé à qui voulait l'entendre un avis personnel, à chacun d'y adhérer ou non. À la différence d'un scientifique qui, au lieu de décréter comme l'a fait Freud toute sa vie, expose ses propositions à l'essai clinique, acceptant de revoir sa copie en fonction de ses tests, autrement dit en se soumettant au verdict des faits. En cela, évidemment, Freud, puisqu'il a décrété sans prouver, a produit un travail philosophique et absolument pas scientifique ou médical. Ainsi donc, la géographie peut-elle faire d'un homme ce qu'il n'est pas, faire passer un penseur loufoque pour l'un des plus grands scientifiques de notre temps, avec la complicité de l'ensemble des élites dominantes, médiatiques, universitaires, etc. Votre travail sur Freud, Michel Onfray, vous a donc permis d'expérimenter l'arnaque à grande échelle. Pour avoir porté cette arnaque sur la place publique, mieux que quiconque avant vous, du fait de votre popularité et de votre aisance télévisuelle, merci. C'est précisément d'une autre arnaque à grande échelle dont j'aimerais vous entretenir. Depuis des années, un homme est omniprésent dans les médias et dans les sphères décisionnelles de l'édition, de la culture, de la communication, de la presse, de la politique donc, forcément. Comme Freud s'étant décoré des habits du médecin qu'il était au début de sa carrière, pour donner à sa production l'impression de l'adoubement médical, l'homme dont je vous parle, un temps présenté comme philosophe, a continué jusqu'à aujourd'hui à peser sur le débat public en feignant de le faire sous le patronage de la philosophie. Je parle de Bernard-Henri Lévy. Il fait partie de ces incontournables qui, bien que n'ayant aucune audience auprès des lecteurs et de la masse, jouit d'un pouvoir d'influence considérable sur les médias, pouvant parfois diriger strictement la ligne éditoriale des chaînes de télévision et des salles de rédaction. Cet homme qui dit ne pas aimer la guerre, mais qui en appelle à son utilisation en permanence, dissimule une vision géopolitique aux contours très définis, derrière d'improbables concepts prétendument philosophiques, comme les droits de l'homme, le droit d'ingérence, le principe de précaution, autant de formules magiques incantatoires qu'il suffit qu'il agite col ouvert pour faire accepter n'importe quel caprice guerrier à des foules de journalistes aux ordres.
lesquels poursuivent ensuite le travail de propagande de masse dont il a besoin pour faire accepter ses projets à va-t-en-guerre, soit pour s'assurer une place de choix dans les manuels d'histoire de demain. Michel Onfray, vous qui avez été soucieux de démontrer qu'en réalité Freud n'était pas ce qu'on dit aujourd'hui de lui, vous qui vous êtes inquiété que ses successeurs et héritiers tissent l'apologie d'un homme ouvertement dangereux et loufoque, obscur et louche, vous qui avez à cœur de rétablir, contre l'avis dominant, des vérités factuelles et intellectuelles, vous ne pouvez pas être insensible aux dégâts de l'arnaque BHL. Je fais partie de ceux qui vous reprochent de vous en prendre trop souvent des cibles faciles. Qui pour défendre Sade aujourd'hui? Pour défendre Sartre? Qui pour défendre l'Église et le Vatican avec autant de possibilités médiatiques que vous? Évidemment personne. Vos victimes, le plus souvent mortes et enterrées, n'ont par définition pas le luxe de pouvoir se défendre, et lorsque certaines jouissent des services d'avocats pour l'occasion, ça donne les frères Miller, qui aboient un coup dans le grotesque, un coup dans le pathétique, ou une Elisabeth Roudinesco qui, avec sa défroque de Madame Irma et son charisme de lampadaire, n'ont absolument pas de quoi vous répondre. À un homme d'église qui voudrait vous apostropher, vous n'avez qu'à répondre prêtre pédophile, ce que vous ne vous privez pas de faire d'ailleurs, pour vous assurer le soutien immédiat et instinctif d'un public qui applaudit sur commande d'un chauffeur de salle. Cela satisfait sans doute la théologue que vous êtes, mais reconnaissez que vous enfoncez des portes ouvertes et que combattre la religion en d'autres temps et en d'autres lieux présentait tout de même plus de risques que depuis l'estrade d'une université populaire financée par les pouvoirs publics. Votre grille de lecture est simpliste et prévisible, ce qui ne veut pas dire qu'elle soit mauvaise, qu'il faille la combattre en tant que telle. Mais nous attendons un philosophe qui ne se contente pas d'un schéma aussi binaire que celui d'un chroniqueur de Canal+. Lorsque vous vous en prenez à des figures historiques que la géographie générale présente positivement, comme Sartre, c'est aussitôt en rappelant qu'il a eu, par exemple, des liens avec des salauds et des vichistes. Quel courage! Votre toile de fond, celle sur laquelle vous positionnez les personnages comme on positionne des pions sur un damier à 2 couleurs, et pas une de plus, c'est exactement la toile de fond admise par l'ensemble de la communauté intellectuelle, philosophique, politique, universitaire, médiatique. Jusqu'à présent, votre travail de contestation a surtout consisté à proposer que l'on déplace certains de leurs cases noires vers les cases blanches, ou inversement, mais vous n'avez jamais contesté l'organisation même du damier. Entendons-nous bien. Mon propos ne vise pas à vous reprocher de ne pas vous éprendre de quelques collabos, quelques chefs militaires d'une junte fasciste, ou de quelques doctrinaires autoritaires. Je reproche à votre démarche son simplisme, sa lecture du monde, de l'histoire, des personnes, en fonction d'un schéma binaire, où ceux que vous accusez d'être des méchants ne peuvent pas et ne seront pas défendus par vos interlocuteurs, après que vous ayez fait état de leurs éventuels antécédents pro-nazis, pro-fascistes, proto-fascistes, militaristes, belliqueux, colonialistes, racistes, antisémites, tout simplement parce que les limites dans lesquelles vous les circonscrivez procèdent de la disqualification pure et simple et annulent la discussion. Comme certains d'ailleurs ont tenté de vous disqualifier en vous poussant derrière les barbelés qui, un temps, vous ont fait rejoindre la horde des maudits dont vous avez vous-même rempli cette zone de non-droit intellectuel. C'est trop facile de dire d'un salaud qu'il est un salaud parce qu'il a soutenu la torture en Algérie, ou d'un écrivain qu'il doit être défendu et soutenu et aimé, parce qu'à l'inverse il a combattu la torture. Ce travail de condamnation en ces termes, de ce qui est bien ou mal, a déjà été fait. C'est presque un combat d'arrière-garde. Lorsque vous n'enfoncez pas des portes ouvertes, vous tirez sur des ambulances. Quel gâchis. Le problème essentiel que cela pose est la responsabilité historique que cela est susceptible de vous faire prendre, c'est qu'à trop vouloir poursuivre les démons du passé, vous laissez ceux d'aujourd'hui prendre le contrôle de l'époque. N'ayant aucune garantie que demain, un autre Michel Onfray se proposera de revisiter notre temps pour révéler que finalement, Bernard-Henri Lévy était un faussaire, un homme de pouvoir dangereux, assoiffé de guerre. Plus que jamais, ce travail est à réaliser dès maintenant. Cet exercice a toutes les raisons d'être passionnant et intellectuellement excitant. Notamment parce que pour la première fois, vous déboulonneriez quelqu'un dont les lignes de lecture et de positionnement intellectuel et politique sont, aux yeux du public, nettement moins évidentes.
Cette fois, vous ne pourrez pas proposer que l'on brûle l'idole BHL, parce qu'il est pro-nazi ou admirateur de Duce. Cette fois, vous ne pourrez pas user des flèches habituelles sur le racisme, l'antisémitisme, la misogynie, le nationalisme, le colonialisme ou le fascisme. Vous ne pourrez pas enfermer BHL dans cette grille binaire et simpliste, et pour cause. Il fait partie de ceux qui justement ont contribué à établir cette grille en ces termes, et qui en usent pour discréditer leurs adversaires intellectuels, c'est-à-dire leurs adversaires politiques. Autant dire qu'un tel travail imposerait de bouger les lignes, de sortir les gens du confort intellectuel basique qui les a rendus tellement apathiques et inconscients de la réalité de certains personnages qui, pour mieux avancer, ont simplement eu l'intelligence de se cacher derrière les formules et les masques. Et qui peuvent continuer à le faire parce que personne ne se dresse sur leur chemin. Cher Michel Onfray, vous n'êtes pas avare de commentaires sur l'actualité, sur la politique, sur la géopolitique, sur les grands et sur les glands de ce monde. Peut-être est-il temps, maintenant que vous disposez d'un auditoire conséquent lui-même soucieux de notre époque, d'une assise médiatique solide, d'un large accès à l'édition d'une certaine image de marque, de sortir des sentiers balisés pour mener une œuvre philosophique et politique majeure, historique, fondamentale. La désacralisation d'un oligarque de guerre, d'un lobbyiste sans foi ni loi, d'un inquisiteur, ennemi de l'intelligence, en somme d'écrire la contre-histoire de Bernard-Henri Lévy. Merci.